Donc nous allons passer à cette conférence de l'après-midi parce qu'il est essentiel quand on s'expatrie de se préoccuper de sa couverture sociale. C'est une chose qui semble naturelle dans notre pays. Oui, il faut dire qu'en France, nous avons une couverture assez exceptionnelle, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Partir couvert et serein, c'est le thème de cette conférence. Et pour cela, nous avons sur scène Gaëlle Namani. Bonjour, vous êtes adjointe à la direction des affaires juridiques du CLES, le Centre de liaison européen et international de sécurité sociale. À côté de vous, Alexis de Saint-Albin, directeur du développement à la direction internationale de Malakoff Humanis, et Rachida Kassi, à côté de moi, directrice du marketing et du développement à la Caisse des Français de l'étranger. Alors, la toute première chose à savoir, c'est que quand on s'expatrie, qu'on va à l'étranger, qu'on travaille donc pour une entreprise étrangère, on dépend du régime de protection sociale du pays. Alors bien souvent, dans ce cas-là, il faut quand même se poser plusieurs questions. Quels sont mes droits? Quel est le niveau de couverture? Et quels sont surtout les solutions? Et je sais que vous êtes là pour connaître les bonnes solutions. Vous allez le voir, ça dépend des pays, des situations. Alors faisons un petit état des lieux au départ, Gaëlle Namani. Rappelez-nous le rôle du CLES, tout d'abord. Allô? Oui. Bonjour à tous. Alors le CLES, c'est le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, qui est un établissement public national à caractère administratif au service de la protection internationale de sécurité sociale. Alors cette institution, elle est sous la double tutelle du ministère des Affaires de la Sécurité sociale et le ministère de la Budget, et financée par les organismes de protection sociale. Alors, la mission première, effectivement, du CLES, c'est contribuer à la bonne application des bons instruments des accords internationaux en matière de sécurité sociale pour le compte des pouvoirs publics et également pour les institutions de sécurité sociale. Et aussi, son rôle est d'informer et de conseiller les entreprises, les particuliers sur tous les accords internationaux, les situations décrites en matière d'accords internationaux de sécurité sociale, qu'on verra après effectivement qu'il y en a un certain nombre. Ensuite, l'objectif effectivement du CLES, c'est aussi d'être organisme de liaison entre les institutions françaises et les organismes étrangers pour la bonne application de ces accords lorsqu'il y a des difficultés en matière de sécurité sociale, et ce pour la résolution des litiges et permettre l'accès aux droits des personnes. Ah oui, mais justement, ces accords, ils servent à quoi ? Alors, ces accords de coordination de sécurité sociale, ils garantissent effectivement le maintien des droits des personnes au départ et au retour en France, en évitant la rupture des droits. En fait, comment ils se coordonnent? Parce que il n'y a pas d'uniformisation de la législation nationale, mais les législations nationales se coordonnent toutes dans le cadre des accords internationaux afin, d'une part, de permettre une égalité de traitement. Les personnes qui vont être visées dans ces accords, quand elles partent dans un pays, elles doivent recevoir les mêmes droits, mais elles sont soumises aussi aux mêmes obligations. Ensuite, ces personnes, effectivement, peuvent bénéficier d'un maintien des droits acquis. Quand elles ont acquis des droits dans un pays et qu'elles décident de partir dans un autre pays pour travailler, rechercher des emplois ou simplement vivre leur retraite, il y a effectivement des principes de coordination et de prise en compte des périodes précédemment acquises dans le précédent état d'emploi pour réouvrir des droits et permettre la continuité de ces droits dans le nouveau pays de résidence et d'accueil. Et enfin, le grand principe aussi, qui est le principe d'exportation des prestations, permet en effet, effectivement, une personne qui a un bénéfice de prestation dans un pays peut exporter ce droit ou cette prestation sur le territoire d'un autre État, comme par exemple le versement des pensions d'invalidité. Suivant les accords, ces prestations sont exportables. Et en matière de retraite, bien évidemment, les pensions de retraite servies par la France sont exportables dans les pays avec lesquels
lesquels, effectivement, il y a des accords internationaux, mais enfin, au-delà de cela... Oui, ça a été l'objet d'une conférence auquel vous pouvez faire référence sur le site internet du Salon S'expatrier, comment vivre sa retraite à l'étranger. Justement, on avait vu en matière de retraite qu'il y avait des vraies différences par pays. C'est le cas en matière de sécurité sociale, j'imagine. Alors oui, il y a plusieurs blocs d'accords dans la sphère protection sociale. Vous avez d'abord effectivement toute la zone de l'Union européenne, l'espace économique européen et la Suisse. Vous avez l'application d'un accord multilatéral qui est le règlement 883-2004 et son règlement d'application, qui est un corpus juridique de textes très important en matière de droit, de continuité des droits, de coordination. Ensuite, vous avez 38 accords de sécurité sociale ou conventions bilatérales de sécurité sociale avec des États tiers hors de la zone Union européenne. 3 décrets de coordination avec les territoires d'outre-mer qui sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et enfin, le dernier, un accord de commerce et de coopération qui est lui aussi un accord multilatéral et dont un protocole de sécurité sociale qui s'applique dans les relations entre le Royaume-Uni et les États de l'Union européenne. Et cela fait suite, bien sûr, à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en fin 2020. Voilà, donc avec tous ces accords, ça peut permettre, en tout cas dans l'Union européenne, d'avoir une couverture garantie. Avec les accords bilatéraux, tout se passe... il y a des accords, après on verra à quel niveau, mais après il y a toute cette zone grise où c'est une zone de flou, où il faut se préoccuper des situations particulières. Oui, surtout les pays sans accords bilatéraux de sécurité sociale, où là, en effet, il faut effectivement être attentif au droit et à la protection sociale que l'on veut, et surtout permettre effectivement à être protégé quand on est dans ces pays, notamment en matière de couverture maladie, puisque sans accord bilatéral, il n'y a pas de coordination en matière de droit à l'assurance maladie. Voilà, et là, on parle de pays, on voit qu'il y a des différences par pays, mais il y a aussi différences par rapport à des statuts, c'est-à-dire expatriés, détachés, et puis même, il faut en parler, il y a des expatriations courtes, il y a des gens qui partent travailler avec un VIE, etc. Il faut aussi se préoccuper de sa protection sociale à ce moment-là. Oui, tout à fait. En fait, les textes, en fait, ils vont décrire les dispositions qui sont prévues en fonction de la situation de départ de la personne et de sa situation qui sera dans le nouveau pays d'accueil, de travail, d'études ou de demande d'emploi. En effet, effectivement, les règlements européens et les accords bilatéraux, ils visent un certain nombre de personnes et ils visent également des branches, des risques, par exemple le risque maladie, maternité, invalidité, vieillesse. Et en fait, toutes ces règles de coordination vont permettre à une situation donnée, par exemple un séjour de courte durée pour des personnes qui partent en vacances, de voir si effectivement elles peuvent bénéficier de la prise en charge des soins de santé quand elles partent en vacances ou pour des soins programmés suivant l'accord de sécurité sociale. Donc en effet, c'est en fonction de la situation de la personne que l'accord de sécurité sociale ou les règlements européens vont pouvoir déterminer s'il y a des dispositions et quelles sont ces dispositions pour maintenir les droits ou tout du moins faire une coordination avec le nouveau pays de travail. Alors, expatriation, détachement, il y a à un moment donné, il y a quelque chose de sacré en France, c'est la fameuse carte vitale. Et on a entendu parler ce matin de la carte européenne d'assurance maladie. Ça n'est pas la même chose, mais c'est un outil important à avoir quand on parle notamment en Europe. Alors la carte européenne d'assurance maladie, en effet, elle permet la prise en charge des soins de santé médicalement nécessaires, donc on dit effectivement urgent ou nécessaire sur le plan médical, pendant un séjour, mais dans la zone de l'Union européenne, de l'espace économique européen et en Suisse, puisque elle ne s'applique pas pour les pays liés par une convention bilatérale. Donc c'est vraiment dans la zone UE. Et la carte européenne d'assurance maladie, elle permet en effet de pouvoir bénéficier de la prise en charge des soins sur place,
suivant les pays, sans quelquefois faire l'avance des frais, et d'être pris en charge directement dans les tarifs du pays de séjour. Alors, si effectivement il y a des avances de frais parce que la carte européenne d'assurance maladie n'aurait pas été prise en charge, il y a ensuite un système qui permet à l'assuré de pouvoir demander le remboursement de ses soins à son retour en France grâce à ces textes et ces dispositions des règlements européens. Donc, pour revenir, si on est en Europe, on est couvert par une réglementation européenne où on va dire que la protection sociale est garantie, mais quelles sont les petites démarches qu'on doit faire quand on part? C'est une question que je vous pose à tous les trois, parce qu'on veut du concret et du pratique. Alors, si on parle de la carte européenne, juste avant le départ, 15 jours avant peut-être, si vous êtes à l'assurance maladie et que vous avez un compte Amélie, vous pouvez faire la demande de carte européenne sur le compte Amélie pour pouvoir avoir votre carte européenne d'assurance maladie avant votre départ. Donc il faut quand même s'y prendre une dizaine, quinzaine de jours avant afin de pouvoir avoir la carte qui est adressée par voie postale. Sans quoi vous pouvez quand même télécharger le certificat provisoire de remplacement de la carte européenne d'assurance maladie qui vous permettra également quand même de pouvoir bénéficier de la prise en charge des soins dans le pays de séjour pendant vos vacances. Et grâce au règlement européen, quels sont les risques qui sont couverts de manière générale? Alors, sur les risques couverts, il y a bien sûr la maladie, la carte européenne pour aller effectivement permettre la prise en charge des soins. Il y a également les soins programmés dans le cadre de la maladie. Aussi, si on veut aller se faire soigner dans un autre pays de l'Union européenne, il faut demander une autorisation préalable à sa caisse de sécurité sociale. Cela concerne les autres risques comme la branche invalidité, décès. Une personne qui a travaillé dans plusieurs États et est invalide dans un pays peut demander également à l'autre pays dans lequel elle a travaillé d'examiner une pension d'invalidité. La coordination se fait également en matière d'assurance vieillesse puisque quand vous avez travaillé dans plusieurs pays de l'Union européenne, les périodes ne sont pas perdues. Il y aura une coordination qui permet à chaque pays de prendre en compte les périodes accomplies dans tous les autres pays de l'Union européenne pour permettre l'ouverture des droits à la pension. Et ensuite, chaque pays va calculer sa quote-part de pension au prorata de ses propres périodes. Et ensuite, vous avez bien sûr des dispositions en matière de chômage, notamment pour aller rechercher un emploi. Quand vous êtes chômeur indemnisé par France Travail et que vous voulez aller rechercher un emploi dans un autre pays de l'Union européenne, vos prestations de chômage peuvent être maintenues pendant une durée de 3 mois. Par France Travail avec effectivement un formulaire spécifique qu'on appelle le formulaire U2 qui permet de s'inscrire localement et de pouvoir bénéficier de ce maintien de droit pendant 3 mois. Voilà, et là, là, je schématise, mais départ pour l'Europe, risques couverts sont les mêmes qu'en France, mais quel est le niveau de couverture? C'est le même qu'en France ou pas? Dans les pays européens ? Alors, le niveau de couverture, non. Enfin, il dépend. En fait, chaque pays est maître de sa propre législation. Donc, les systèmes de sécurité sociale sont différents d'un État membre à un autre. Donc, ensuite, pour avoir des informations effectivement sur ce que prévoit la protection sociale et les dispositions du régime du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre, vous pouvez retrouver ces informations aussi sur le site du CLES. On a une rubrique qui s'appelle « Ressources documentaires, les systèmes nationaux dans le monde » où effectivement vous pouvez retrouver des précisions sur la protection sociale dans ces pays qui va effectivement du taux de cotisation à la prise en charge des soins de santé, mais également comment se passe le système de retraite dans chacun des États. Mais les pays, bien sûr, ont un système différent d'un État à un autre. Et là, il faut bien se renseigner à travers votre site. Mais après, quelle est ma solution? La Caisse des Français de l'étranger, c'est un interlocuteur central pour la couverture de ces risques et aussi pour l'interrelation avec les droits français et les droits à l'étranger. Alors oui, concrètement, donc, la CFE, Caisse des Français de l'étranger, comme son nom l'indique, est un organisme de sécurité sociale pour les Français qui résident à l'étranger. Ça complète un peu ce que vient de dire Gaël Namani sur le CLES. En fait, on intervient là où, essentiellement, il n'existe pas d'accord, ça c'est primordial, ou là où les accords existants ne sont pas suffisants.
Quand je dis qu'ils ne sont pas suffisants, à la différence, la Caisse des Français de l'étranger permet de continuer à couvrir les Français qui résident en dehors de France dans les mêmes conditions que s'ils étaient restés en France. Donc nous, on assure les mêmes prestations que la sécurité sociale, à savoir la santé sur la maladie, maternité, l'invalidité, la prévoyance avec les indemnités journalières, capital décès, les accidents du travail, maladies professionnelles et la retraite. Donc je détaillerai tout ça, mais voilà, si je dois détailler, si je dois résumer en quelques mots ce qu'est la CFE, c'est vraiment la sécu des expats. C'est la sécu des expats, donc quel que soit le pays, il faut s'inscrire à la CFE ou pas? Alors, contrairement en France, où la sécurité sociale est obligatoire, la CFE à l'étranger n'a aucun caractère obligatoire. C'est une assurance volontaire. Comme je le disais, elle vient compenser une assurance locale insuffisante, où elle vient aussi permettre de conserver ses droits à la sécurité sociale française, enfin, sur le même principe que la sécurité sociale française. Donc non, il n'y a aucune obligation d'adhérer à la CFE une fois qu'on quitte le territoire français, et surtout de cotiser à la CFE, ça n'exonère pas, ça n'exempte pas des cotisations locales qui peuvent être obligatoires. D'accord. Et ça permet une harmonisation, si j'ai bien compris, au niveau de l'historique de nos droits entre notre parcours à l'étranger et notre future vie en France. Alors exactement, donc quand on part au départ de France et qu'on souscrit à la CFE, effectivement, la CFE couvre, alors en fonction des garanties auxquelles on souscrit, on couvre dans la continuité du système français. Donc si on prend l'exemple de la santé, donc s'il y a une maladie déclarée en France au moment du départ, la CFE couvrira tous les soins à l'étranger qui font suite à cette maladie dans la continuité du système français. Et au retour en France, alors en fonction du statut, vous parliez tout à l'heure du statut, c'est aussi important d'avoir les différents statuts, en fonction du statut que l'on a quand on rentre en France, donc si on est salarié ou non, on ne retrouve pas immédiatement ses droits à la sécurité sociale française, donc au régime général. Donc dans le cas où il peut y avoir un délai d'attente de la sécurité sociale et qu'on a été à la CFE au moment de son expatriation, la CFE va ce qu'on appelle maintenir les droits, donc va continuer à rembourser les frais de santé en France en attendant que l'affiliation soit faite auprès du régime général. Et ça veut dire qu'il y a l'avance de frais sur place? Non, parce qu'on est sur des soins en France et que quand on est à la CFE, du coup depuis un certain nombre d'années maintenant, la CFE permet à nos assurés de conserver la carte vitale. Donc carte vitale qui s'utilise, donc c'est la carte verte, à la différence de la carte européenne, qui ne s'utilise que pour des soins réalisés en France. D'accord. Quel est le coût et il n'y a pas de conditions d'exclusion pour adhérer à la CFE? Alors, ça va dépendre des garanties auxquelles on souscrit. Donc, si on parle de la santé, le coût dépend de l'âge de l'adhérent et de sa composition familiale, donc de la composition de son foyer. Et effectivement, on a plusieurs produits que l'on propose, donc avec des produits phares, donc qui sont le Monde Expat Santé, merci. Le Monde Expat Santé qui couvre les frais de santé partout dans le monde et dans le cadre de séjours temporaires en France, donc de moins de 3 mois. A contrario, on a le produit France Expat Santé qui ne couvre que les frais de santé en France. Donc ça, c'est pour permettre aux Français qui résident dans des pays où le système de santé local est soit obligatoire, soit est complètement performant. Mais donc du coup, quand on quitte le territoire français, on n'a plus, donc en fonction des conditions dans lesquelles on quitte, souvent on perd ses droits à la sécurité sociale française. Donc en s'assurant localement, on ne conserve pas non plus ses droits à la sécurité sociale française. Donc le produit France Expat permet d'être assuré localement et de conserver ses droits à la sécurité sociale française. Est-ce qu'on peut avoir une idée des coûts? Le coût de ces cotisations, je crois qu'il y a un petit tableau. Pardon. Non, non, il n'y a pas. Ouais. Il est disponible par contre sur notre site internet. Ouais. Donc sur www.cfe.fr, la rubrique documents clés. Donc nos tarifs sont publics. Comme je le disais, ça dépend de l'âge de l'adhérent et de sa composition familiale. Mais là, on est sur des taux de remboursement niveau sécurité sociale.
Alors, effectivement, nous, notre mission, c'est effectivement de rembourser selon le barème de remboursement de la sécurité sociale française. Donc, forcément, en France, on est sur des tarifs français. Donc, ces barèmes-là, nous, on les a adaptés en fonction du coût de la santé partout dans le monde. Donc forcément, ça nous a mené à construire 5 zones de remboursement, donc de la zone 1 à la zone 5. La zone 1 étant la zone pour laquelle on rembourse le mieux, donc qui se rapproche des coûts de santé de la France. La zone 5 représentant des pays où le coût de la santé est très élevé. Mais je pense qu'on va passer sur des cas particuliers après pour étudier comment ça peut se passer pour vous selon certaines zones géographiques. Mais c'est vrai qu'en France, on est habitué à avoir une belle couverture sociale et il y a les fameuses complémentaires santé. Alexis de Saint-Albin, justement, Malakoff Humanis, vous accompagnez, ils vont charger vos slides juste après, c'est important et vous proposez une prestation qui complète la couverture à laquelle on est habitué, nous Français, dans notre pays. Oui, alors 2 mots, Malakoff Humanis, c'est un groupe que certains d'entre vous connaissent sûrement. On est un groupe paritaire, mutualiste, à but non lucratif, avec 2 activités. Une activité qui est plutôt une activité de service public, puisque nous gérons la retraite complémentaire des salariés du privé, les régimes Agir-Carco, qui est obligatoire quand on travaille en France, mais facultatif quand on va à l'étranger. Et une autre activité qui est plus concurrentielle puisqu'on couvre des personnes en santé prévoyance dans le cadre de contrats collectifs, individuels en France ou à l'étranger. Si j'essaye de résumer, c'est chose quasiment impossible, mais si j'essaye de résumer ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Premièrement, quand vous expatriez, au sens où vous allez vivre, travailler, étudier, enfin vous allez passer une majeure partie de votre temps à l'étranger, vous dépendrez du régime de sécurité sociale de ce pays. Deuxièmement, il existe des conventions de sécurité sociale qui permettent de reconnaître les périodes travaillées dans ces pays, de ne pas avoir de délai de carence, voilà. Mais in fine, c'est pas parce qu'il y a une convention de sécurité sociale que vous aurez un bon régime. Vous aurez le régime de protection sociale du pays dans lequel vous êtes. Voilà. Et donc, si vous êtes dans un pays qui n'est pas coordonné du tout, ou qui est coordonné mais avec un régime de protection sociale qui ne vous satisfait pas, vous pouvez faire le choix de garder une couverture à la française. Et donc c'est ce qu'on présente avec la CFE pour le régime de base. Et nous, Malakoff Humanis, nous complétons ce dispositif puisqu'on propose aux expatriés de cotiser pour leur santé et leur prévoyance en complément des prestations de la CFE, comme une mutuelle française, mais ce sont des mutuelles adaptées pour l'étranger. Ou si vous êtes salarié, on vous propose aussi, ça peut être en même temps, de cotiser à votre retraite complémentaire. Donc avec la CFE, vous pouvez cotiser volontairement au régime de base en retraite chez nous, au régime complémentaire pour les salariés. À la CFE, vous pouvez cotiser volontairement à l'assurance de base en maladie et nous en complémentaire. Voilà, pour aller très très vite, une très rapide synthèse de ce qu'on vient de voir. Alors, je vais passer vite sur le détachement et l'expatriation parce que ça... Le bouton vert. Ça a été vu. Je rappelle, juste, je viens de le dire, que dès que vous vous expatriez, vous ne dépendez plus des régimes français, donc vous n'êtes plus couvert par le régime français. Donc je me permets d'insister, mais ce n'est pas parce que votre carte vitale indique que vous êtes couvert jusqu'en 2029 que vous serez couvert jusqu'en 2029. Si vous allez travailler à Singapour, du jour où vous êtes à Singapour, votre couverture sociale en France, elle ne fonctionne plus. Si vous allez résider au Maroc pour votre retraite, pas pour un séjour de 2 mois, mais que vous habitez au Maroc, dès lors que vous êtes au Maroc, vous ne dépendez plus de la sécurité sociale française, en tout cas pour vos soins au Maroc. Voilà. Alors après, vous pouvez avoir la couverture marocaine parce qu'il y a un accord de sécu, mais ça c'est autre chose. Voilà. Ça c'est quand même important de l'avoir en tête. Voilà. Et nous, ce qu'on propose, c'est la continuité, je viens de le dire, en retraite, en santé et en prévoyance. Voilà. Alors là, c'est l'ensemble des risques couverts
potentiellement quand on va à l'étranger. La retraite de base, c'est la CFE, on l'a vu. Nous, on propose la retraite complémentaire. On peut éventuellement faire de la retraite par capitalisation. Vous pouvez garder dans votre bagage une couverture santé et prévoyance française et voire, dans certains cas, continuer à cotiser à l'assurance chômage. Voilà. C'est un conseil qu'on fait au cas par cas. Le besoin n'est pas le même quand vous expatriez en famille en Argentine ou célibataire en Australie. Et donc, on va regarder au cas par cas en fonction du niveau de protection sociale du pays dans lequel vous êtes, de l'existence ou pas de convention, de vos moyens et de vos besoins, quel type de couverture on peut vous proposer. C'est-à-dire que les tarifs peuvent donc changer en fonction du pays. J'imagine que si on part aux États-Unis, la complémentaire sera plus chère que si on est... Alors, je vais parler des tarifs dans un moment. Pourquoi une complémentaire Rachida l'a dit, la CFE, elle rembourse sur une base à peu près équivalente à celle de la sécurité sociale française. Et donc, comme en France, il existe des complémentaires, il peut y avoir besoin dans certains pays d'avoir aussi une complémentaire. J'ajoute que la complémentaire santé, elle inclut souvent, en tout cas c'est notre cas, une couverture d'assistance qui peut être très utile dans un certain nombre de pays. Alors l'assistance, éventuellement, c'est l'évacuation sanitaire ou des choses comme ça, mais c'est aussi des produits, par exemple, qui permettent des prises en charge hospitalières. Parce que si vous n'avez pas ce service, vous êtes hospitalisé dans un pays. Si vous devez faire toute l'avance et attendre le remboursement de la CFE ou de la complémentaire, ça peut coûter cher, sachant que la CFE, elle fait aussi des prises en charge hospitalières dans certains cas. Donc, quand on n'a pas de complémentaire santé. Quand il n'y a pas de mutuelle, voilà. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir des coûts extrêmement élevés et le reste à charge, il peut être très élevé. Alors, en France, on ne se rend pas tellement compte du coût d'une journée d'hospitalisation, mais on n'est pas loin de 1 500 à 2 000 euros. Voilà. Alors on ne le voit pas parce qu'on paye quasiment rien, mais dans certains pays c'est le double ou le triple, voire encore plus. Voilà. Donc si vous avez un système social obligatoire local qui est bien, qui vous couvre bien, ça va. Sinon, c'est les solutions qu'on propose avec la CFE et une complémentaire CFE. Alors pour répondre à votre question sur les cotisations, alors sur la partie complémentaire santé ou prévoyance, là je ne vais pas pouvoir donner de chiffres puisque ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend du pays dans lequel on est. Comme Rachida l'a dit, si vous êtes aux États-Unis, vous allez avoir le tarif maximum parce que le coût des frais de santé est très élevé. Si vous êtes en Malaisie, vous aurez pour des niveaux de couverture équivalentes des couvertures beaucoup moins chères. Le tarif d'une complémentaire dépend du pays, de votre situation familiale, si vous êtes seul, célibataire, avec une famille, et de votre âge. Voilà. Et du niveau de garantie que vous choisissez. Nous, par exemple, on a 5 niveaux de garantie. Entre la garantie basique et la garantie la plus élevée, c'est du simple au quintuple. Vous voyez, donc c'est extrêmement difficile de donner un tarif. Il faut vraiment qu'on regarde chaque situation. Ce qui est clair, c'est que potentiellement, ça coûte un peu plus cher qu'une complémentaire française. Pourquoi ? Parce que nous, souvent, on intervient beaucoup plus, notamment pour l'hospitalisation, parce qu'on a la CFE va rembourser à peu près du montant de ce que prend en charge la Sécu française, et nous, on va avoir un niveau d'intervention beaucoup plus élevé, notamment dans les pays chers. Alors, juste précisons que je n'avais pas donné tout à l'heure, contrairement à une complémentaire ou une assurance privée, la cotisation de la CFE ne dépend pas du pays d'expatriation. Donc la cotisation n'est pas ramenée au coût de la santé, contrairement au remboursement. Donc du coup, nous, on a une grille tarifaire qui est assez lisible. Et donc, je le disais, elle est sur notre site et elle est composée de, je crois, une vingtaine de tarifs. Oui, nous, les moins lisibles, il y a beaucoup plus de tarifs. Parce qu'on a 4 zones de tarifs, on a des tarifs en fonction de l'âge et on a 5 niveaux de garantie. En tout cas, c'est du cas par cas. Un sujet quand même, c'est que se couvrir pour sa retraite ou pour la maladie ou n'importe quoi, c'est une sorte d'assurance, même si ce sont potentiellement des organismes publics qui assurent. Et donc, comme pour une assurance, c'est pas au moment qu'il y a un sinistre qu'il faut s'assurer, c'est avant. Parce qu'un assureur, il assure contre un aléa et pas contre quelqu'un qui est déjà malade. Voilà. Donc, si vous avez un projet d'expatriation, il faut y penser avant de partir.
et pas quand on devient malade. Notamment parce que vous pouvez, si vous le faites tard, vous pouvez avoir un délai de carence à la CFE, c'est-à-dire une durée pendant laquelle vous n'êtes pas couvert. Et nous, du côté des complémentaires santé, il peut y avoir de la sélection médicale. Et donc, si quelqu'un est déjà malade, on peut avoir des tarifs plus élevés, voire parfois des refus de couverture. Voilà. Et enfin, j'ajoute que dans certains pays, par exemple les États-Unis, qui ont une réglementation stricte, eh bien, nous, dans notre cas, on refuse de couvrir les personnes qui sont déjà aux États-Unis. Il faut s'être couvert avant et avoir fait les formalités avant. Dans les autres pays, on est un peu plus souple, mais ça, il faut faire un peu attention. Et donc, le maître mot, c'est quand même de se préparer le plus en amont possible. Mais c'est l'objet de salon, donc tant mieux si vous êtes là pour vous préparer. Alors là, on vient de faire une présentation, je pense, complète et générale. S'il y a des questions particulières, allez-y, n'hésitez pas, parce qu'on pourrait s'amuser à étudier au cas par cas. Voilà, il y a déjà des questions, Lola et Sébastien. Là, oui, un micro va arriver. Merci, j'ai une question un peu simple. Retraité vivant dans un autre pays d'Europe, expatrié, on prend la Sécu du pays. Est-ce qu'on peut prendre une complémentaire chez vous? Ou on est obligé d'avoir la CFE? Oui, alors, vous êtes retraité, vous avez vécu dans un pays de l'Union européenne, de droit, vous avez accès, je parle sous le couvert du CLES, au régime de sécurité sociale du pays dans lequel vous résidez. Voilà. Nous n'intervenons pas en complément d'un régime local, nous n'intervenons qu'en complément de la Caisse des Français de l'étranger. Je précise par rapport à votre situation, si vous êtes retraité du régime français, vous allez effectivement bénéficier du régime local de sécurité sociale en tant que retraité, mais pour le compte de la France. C'est-à-dire que vos droits sont maintenus en France. Vous partez avec une attestation de droit qui est le formulaire S1, qui est à demander auprès de la caisse de retraite qui vous délivre la pension, pour vous permettre de vous enregistrer dans le pays pour avoir la sécurité sociale locale, mais toujours pour le compte de la France. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même un système de compensation financière. L'autre pays va quand même demander le remboursement à la France des soins que vous aurez dans cet État. Parce que vous n'êtes pas à la charge de cet État, mais à la charge du régime français. Attendez. Non, il y a le micro qui arrive. En ayant une complémentaire en France, elle ne s'appliquera pas à l'étranger. La complémentaire ne s'appliquera pas à l'étranger. Et comment je fais pour avoir une complémentaire à l'étranger? Alors, il faut... Manis ne veut pas m'en donner. Alors, soit, en effet, vous allez avoir effectivement le système local, soit effectivement, vous avez la possibilité, en vous renseignant peut-être à ce qu'il y ait des assurances complémentaires localement, qui permettent effectivement de prendre en charge le complément de soins qui ne seraient pas remboursés et pas pris en charge par rapport effectivement à votre enregistrement avec le formulaire S1. Donc, c'est effectivement à voir sur place aussi et à vous renseigner pour avoir ces informations complémentaires. Il y a une question là-haut. Bonjour, je voulais savoir concrètement le système médical français considère que l'on est expatrié à partir de quels critères? Est-ce que c'est faire ses études? Est-ce que c'est ne plus avoir de logement en France? Est-ce que c'est... voilà. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu à partir de quel moment je me considère comme étant expatrié en fait? À partir du moment où, a priori, vous avez signé un contrat avec une entreprise étrangère, ça, c'est le premier cas, c'est le travail. Ça, c'est expatrié, c'est le statut. Après, il y a le statut d'étudiant. Donc là, c'en est un autre. Mais là, c'est des études. Alors, ça dépend si vous êtes inscrite toute seule dans une université étrangère ou si c'est dans le cadre d'un mouvement d'études, dans le cadre d'un programme Erasmus. Là, c'est prévu, vous vous rapprochez de votre interlocuteur Erasmus+, qui gérera la situation et vous pilotera grâce aux différents accords et règlements que vous pouvez consulter sur le CLES et même sur le ministère des Affaires étrangères. Après, si vous êtes détaché, vous dépendez toujours de la sécurité sociale française et vous travaillez pourtant à l'étranger. Donc, par exemple, si je travaille 6 mois par an aux États-Unis, parce que je suis travailleur indépendant et que je peux travailler partout où je veux dans le monde,
Je ne suis pas expatriée aux États-Unis, en fait. Là, je ne suis plus expert. Merci. Alors, c'est effectivement, c'est un problème effectivement des législations implicables. Par contre, effectivement, je ne suis pas spécialiste en matière de législation implicable. Vous avez nos experts au stand après effectivement la conférence. Vous pouvez effectivement rejoindre notre stand pour un complément de précision sur effectivement le montant des cotisations. Moi, j'ai envie de dire effectivement que dans la mesure où vous partez de travailler, même 6 mois en expatriation, de toute façon, vous allez cotiser localement, puisque ce n'est pas une situation de détachement au sens de la sécurité sociale. Pour être détaché au sens de la sécurité sociale, il faut que ce soit un employeur français qui vous envoie en mission temporaire pour effectuer une mission non et pour son compte sur le territoire américain. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a cette possibilité de maintenir sous réserve d'un accord conjoint des 2 pays au régime français de sécurité sociale. Donc, en effet, effectivement, vous allez relever du régime local, mais c'est une expatriation au sens sécurité sociale également, mais qui implique aussi peut-être, si vous avez une situation en plus en France, de vous rapprocher de nos services de conseillers, peut-être par rapport à cette notion de pluriactivité. Alors, si je peux me permettre de compléter, pour faire plus court, en fait, ça dépend effectivement du statut, de ce que vous allez faire à l'étranger, mais le droit à la sécurité sociale est conditionné à votre sur un critère de résidence principale. Si votre résidence principale est en France, du coup, la cotisation à la sécurité sociale est obligatoire et donc vous êtes considéré comme résident français. En revanche, à partir du moment où vous vous avez une résidence principale à l'étranger, là, vous ne pouvez plus prétendent à cotiser sur les cotisations obligatoires françaises. Et donc là, il faut vous renseigner pour voir à quoi vous êtes éligible en termes de cotisations obligatoires dans votre pays de résidence. Donc après, en termes d'expatriés, effectivement, on a tous un peu nos terminologies. Un expatrié au sens droit du travail, c'est quelqu'un qui est envoyé pour travailler à l'étranger par le biais de son employeur, mais ça peut également être aussi quelqu'un qui va tout simplement vivre à l'étranger. Et qu'en est-il, ça c'est une question très personnelle, pour partir couvert et serein quand je suis entrepreneur, que j'entreprends, parce qu'il y a de plus en plus de Français qui vont entreprendre à l'étranger. Là on parle, quels sont les cas de figure au niveau de la prise en charge de la sécurité de nos soins de santé? J'allais dire, à partir du moment où vous quittez la France pour vous installer à l'étranger, vous ne dépendez plus du régime français, vous dépendez du pays dans lequel vous êtes, tout simplement. Donc moi, je prends mes valises pour aller à Singapour et pour monter ma société, par exemple. À partir du moment où j'arrive à Singapour, je dépends du système singapourien et plus du système français. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que ma carte vitale, elle m'indique que je suis encore couvert que je le suis. Il y a une condition de résidence, sauf exception. Les exceptions, on l'a dit, c'était le détachement, ça peut être des études dans le cadre de programmes, notamment au sein de l'Union européenne. Mais la règle, c'est quand même que dès que je vais m'installer à l'étranger, je ne suis plus couvert par le régime français. Il y a aussi des exceptions. Les retraités, ils restent, s'ils ont une pension française, ils restent couverts par la sécurité sociale pour tous leurs soins en France, même s'ils habitent à l'étranger. Mais ils ne seront pas couverts dans leur pays d'expatriation. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, une autre question. Lola. Merci. Bonjour. Donc, si je suis 6 mois en France, 6 mois dans un pays étranger hors Union européenne, quel sera mon statut? Au niveau assurance sociale, je parle. Le statut, c'est qu'il y a une résidence permanente et une résidence temporaire. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il faut décider pour le droit aux prestations de dire si vous résidez de manière permanente en France ou si vous ne résidez pas de manière permanente en France. Et cela, effectivement, pour pouvoir permettre effectivement le transfert de la pension de vieillesse ou effectivement que votre caisse de retraite vous suive effectivement par rapport à votre mobilité. Et 2, par rapport effectivement à la protection sociale, de savoir si effectivement, en termes de protection sociale, à votre retour en France, effectivement, la caisse primaire peut continuer à vous servir les soins de santé pendant les séjours dits temporaires, si vous remplissez les conditions de 15 ans d'assurance, ou alors effectivement aussi de vous radier à votre départ. Parce qu'à partir du moment où vous ne résidez plus sur le territoire français,
que vous êtes retraité du régime français, que vous partez dans un pays qui n'a pas passé d'accord de sécurité sociale, les droits à l'assurance maladie française sont en tout cas suspendus à l'expatriation, je dirais. Ils sont maintenus au retour en France quand vous venez en séjour temporaire, mais vous n'avez pas droit aux soins de santé dans le pays. Vous ne pouvez pas vous faire rembourser des soins que vous avez eus dans cet état tiers. Et là, ensuite, effectivement, il y a la possibilité de prendre des assurances volontaires, dont telles qu'effectivement la Caisse des Français à l'étranger et la complémentaire Malakoff Humanis. J'ai une question qui nous vient d'Internet. Nous sommes Français résidant en Irlande depuis 7 ans. Mon fils pense faire des études sur Paris post-bac. Pourra-t-il bénéficier de la Sécu ou sera-t-il sous le régime irlandais ? Alors, dans le cadre effectivement de la zone Union européenne, l'application des règlements européens, les étudiants sont présumés séjourner dans le pays où ils étudient. Donc, si effectivement il est assuré du régime irlandais et qu'il part étudier à Paris, il peut demander l'établissement de la carte européenne d'assurance maladie pour lui permettre de bénéficier pendant le temps de ses études de la prise en charge des soins de santé comme un assuré du régime français, on va dire, c'est-à-dire permettre la prise en charge des mêmes soins de santé et des mêmes remboursements, mais il n'est pas assuré du régime français dès lors qu'il est assuré du régime irlandais. Ensuite, l'autre situation, c'est s'il n'a pas d'assurance en Irlande et s'il n'est pas affilié du régime irlandais, dans ce cadre-là, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie qui va examiner le droit de cet étudiant à l'assurance maladie française sur critères de résidence. Et c'est la Caisse primaire qui va apprécier si les conditions sont remplies pour ouvrir des droits à l'assurance maladie en tant que résident et étudiant sur le territoire français. Il y a une autre question dans la salle. Oui, bonjour. En termes de formalités concrètes, je pars dans un État tiers, je quitte le régime français. J'imagine que mon espace Amélie n'est pas suffisant pour faire le transfert de régime de sécurité sociale. Même si je fais un changement d'adresse sur ce site, ça ne marchera pas. Donc, est-ce qu'il faut à chaque fois un formulaire particulier, que j'aille en physique à ma caisse d'assurance maladie et que je fasse pareil dans mon nouvel état de résidence? Et est-ce qu'il y a un espèce d'échange automatique d'informations comme on peut avoir notamment en matière fiscale? Alors, tout changement de situation doit être notifié à tous les organismes de protection sociale qui vous octroient des droits. Ça peut être effectivement la caisse d'allocation familiale, ça peut être la caisse d'assurance maladie, la caisse de retraite si vous êtes aussi retraité, mais ça c'est autre chose, c'est pour plutôt le transfert et la continuité du droit de prestation. Donc vous devez notifier effectivement soit par téléphone, soit via votre compte, ou à ce moment-là par courrier, mais notifier votre changement de situation et surtout votre transfert de résidence dans un autre pays. Parce que ça a effectivement des conséquences sur la perte des droits que vous avez actuellement et que vous n'aurez plus quand vous serez expatrié dans un autre État, et notamment avec lequel il n'y aurait pas d'accord spécifique ou si vous partez travailler dans cet État. Et je crois que vous êtes censé retourner votre carte vitale à la Sécurité sociale, sauf si vous adhérez à la CFE, puisque en adhérant à la CFE, vous pourrez garder votre carte vitale et elle vous sera utile pour vos soins en France. Et pour répondre à votre question, s'il y a une adhésion à la CFE, c'est à vous de prendre l'initiative de faire l'adhésion. Donc tout est expliqué sur notre site. Et sinon, on a notre stand présent. Enfin, on est présent ici aujourd'hui. On a un stand dont vous pouvez y passer. On vous donnera toutes ces informations-là en détail. Donc non, il n'y a pas de communication. Donc c'est à vous de vous affilier à la CFE et de communiquer à votre CPAM que vous quittez le territoire français. Et au retour, ce sera pareil. Il faudra résilier votre contrat CFE et avec cette résiliation, vous rendre auprès de votre CPAM et faire votre affiliation auprès de la CPAM de votre lieu de résidence. Allez, une toute dernière question. Merci. Bonjour. Par rapport aux accords bilatéraux, vous parliez de 38 accords bilatéraux. Avez-vous connaissance de nouveaux accords bilatéraux ou entre pays? Alors actuellement, il y a des négociations avec la Moldavie pour signer un accord en matière de coordination en matière de retraite notamment. Alors l'accord de sécurité sociale vient d'être signé et là on va négocier maintenant l'arrangement administratif pour la mise en œuvre effectivement de cet accord. Et le deuxième autre accord qui n'est pas encore négocié, mais il y a effectivement des discussions pour commencer à entamer les négociations, c'est avec l'Australie. Voilà, j'espère que
vous avez eu la réponse qu'il vous fallait. Merci en tout cas à tous les trois pour vos interventions. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et dans quelques instants, une nouvelle conférence sur la préparation de la retraite quand on vit à l'étranger.